Chez moi il s'appelle Das Tier und die Schön, la belle et la bête. Pauvre belle. La bête la tient à merci, impuissante et prisonnière, elle lui impose à toute heure du jour son implacable et pesante présence. La belle est fière, digne, elle s'est faite dure. Mais la bête vaut mieux qu'elle ne semble. Oh. Elle n'est pas très dégrossie. Elle est maladroite, brutale, elle paraît bien rustre auprès de la belle si fine. Mais elle a du cœur, oui, elle a une âme qui aspire à s'élever. Si la belle voulait. La belle met longtemps à vouloir. Pourtant, peu à peu, elle découvre au fond des yeux du geôlier haï une lueur, un reflet où peuvent se lire la prière et l'amour. Elle sent moins la patte pesante, moins les chaînes de sa prison. Elle cesse de haïr, cette constance la touche, elle tend la main. Aussitôt la bête se transforme, le sortilège qui la maintenait dans ce pelage barbare est dissipé, c'est maintenant un chevalier très beau et très pur, délicat et cultivé, que chaque baiser de la belle part de qualités toujours plus rayonnantes. Leur union détermine un bonheur sublime. Leurs enfants, qui additionnent et mêlent les dons de leurs parents, sont les plus beaux que la terre ait portés. N'aimiez-vous pas ce conte? Moi je l'aimais toujours. Je le relisais sans cesse. Il me faisait pleurer. J'aimais surtout la bête, parce que je comprenais sa peine. Encore aujourd'hui, je suis ému quand j'en parle. Il se tut, respira avec force, et s'inclina, je vous souhaite une bonne nuit. Un soir, j'étais monté dans ma chambre pour y chercher du tabac, j'entendis s'élever le chant de l'harmonium. On jouait ces 8e préludes et fugues, que travaillait ma nièce avant la débâcle. Le cahier était resté ouvert à cette page mais, jusqu'à ce soir-là, ma nièce ne s'était pas résolue à de nouveaux exercices. Qu'elle les eût repris souleva en moi du plaisir et de l'étonnement, quelle nécessité intérieure pouvait bien l'avoir soudain décidé. Ce n'était pas elle. Elle n'avait pas quitté son fauteuil ni son ouvrage. Son regard vint à la rencontre du mien, m'envoya un message que je ne déchiffrai pas. Je considérai le long buste devant l'instrument, la nuque penchée, les mains longues, fines, nerveuses, dont les doigts se déplaçaient sur les touches comme des individus autonomes. Il joua seulement le prélude. Il se leva, rejoignit le feu-point, rien n'est plus grand que cela, dit-il de sa voix sourde qui ne s'éleva pas beaucoup plus haut qu'un murmure. Grand? Ce n'est pas même le mot. Hors de l'homme, hors de sa chair. Cela nous fait comprendre, non, deviner, non, pressentir ce qu'est la nature, désinvestie, de l'âme humaine. Oui, c'est la nature divine et inconnaissable, la nature, musique inhumaine. Il parut, dans un silence songeur, explorer sa propre pensée. Il se mordillait lentement une lèvre point bac. Il ne pouvait être calmant. Notre terre a ce caractère inhumain. Je veux dire, pas à la mesure de l'homme. Un silence, puis, cette musique-là, je l'aime, je l'admire, elle me comble, elle est en moi comme la présence de Dieu mais ce n'est pas la mienne. Je veux faire, moi, une musique à la mesure de l'homme, cela aussi est un chemin pour atteindre la vérité. C'est mon chemin. Je n'en voudrais, je n'en pourrais suivre un autre. Cela, maintenant, je le sais. Je le sais tout à fait. Depuis quand? Depuis que je vis ici. Il nous tourna le dos. Il appuya ses mains au linteau, s'y retint par les doigts et offrit son visage à la flamme entre ses avant-bras, comme à travers les barreaux d'une grille. Sa voix se fit plus sourde et plus bourdonnante, maintenant j'ai besoin de la France. Mais je demande beaucoup, je demande qu'elle m'accueille. Ce n'est rien, être chez elle comme un étranger, un voyageur ou un conquérant. Elle ne donne rien alors, car on ne peut rien lui prendre. Sa richesse, sa haute richesse, on ne peut la conquérir. Il faut la boire à son sein, il faut qu'elle vous offre son sein dans un mouvement et un sentiment maternel. Je sais bien que cela dépend de nous. Mais cela dépend d'elle aussi. Il faut qu'elle accepte de comprendre notre soif, et qu'elle accepte de l'étancher, qu'elle accepte de s'unir à nous. Il se redressa, sans cesser de nous tourner le dos, les doigts toujours accrochés à la pierre. Moi, dit-il un peu plus haut, il faudra que je vive ici, longtemps. Dans une maison pareille à celle-ci. Comme le fils d'un village pareil à ce village. Il faudra. Il se tut. Il se tourna vers nous. Sa bouche souriait, mais non ses yeux qui regardaient ma nièce. Les obstacles seront surmontés, dit-il. La sincérité toujours surmonte les obstacles. Je vous souhaite une bonne nuit. Je ne puis me rappeler, aujourd'hui, tout ce qui fut dit au cours de plus de 100 soirées d'hiver. Mais le thème n'en variait guère.
C'était la longue rhapsodie de sa découverte de la France, l'amour qu'il en avait de loin, avant de la connaître, et l'amour grandissant chaque jour qu'il éprouvait depuis qu'il avait le bonheur d'y vivre. Et, ma foi, je l'admirais. Oui, qu'il ne se décourageât pas. Et que jamais il ne fut tenté de secouer cet implacable silence par quelque violence de langage. Au contraire, quand parfois il laissait ce silence envahir la pièce et la saturer jusqu'au fond des angles comme un gaz pesant et irrespirable, il semblait bien être celui de nous trois qui s'y trouvait le plus à l'aise. Alors il regardait ma nièce, avec cette expression d'approbation à la fois souriante et grave qui avait été la sienne dès le premier jour. Et moi je sentais l'âme de ma nièce s'agiter dans cette prison qu'elle avait elle-même construite, je le voyais à bien des signes dont le moindre était un léger tremblement des doigts. Et quand enfin Werner von Ebrenac dissipait ce silence, doucement et sans heurts par le filtre de sa bourdonnante voix, il semblait qu'il me permît de respirer plus librement. Il parlait de lui, souvent, ma maison dans la forêt, j'y suis né, j'allais à l'école du village, de l'autre côté, je ne l'ai jamais quitté, jusqu'à ce que j'étais à Munich, pour les examens, et à Salzbourg, pour la musique. Depuis, j'ai toujours vécu là-bas. Je n'aimais pas les grandes villes. J'ai connu Londres, Vienne, Rome, Varsovie, les villes allemandes naturellement. Je n'aime pas pour vivre. J'aimais seulement beaucoup Prague, aucune autre ville n'a autant d'âme. Et surtout Nuremberg. Pour un Allemand, c'est la ville qui dilate son cœur, parce qu'il retrouve là les fantômes chers à son cœur, le souvenir dans chaque pierre de ceux qui firent la noblesse de la vieille Allemagne. Je crois que les Français doivent éprouver la même chose, devant la cathédrale de Chartres. Ils doivent aussi sentir tout contre la présence des ancêtres, la grâce de leur âme, la grandeur de leur foi, et leur gentillesse. Le destin m'a conduit sur Chartres. Oh! Vraiment quand elle apparaît, par-dessus les blés mûrs, toute bleue de lointain et transparente, immatérielle, c'est une grande émotion. J'imaginais les sentiments de ceux qui venaient jadis à elle, à pied, à cheval ou sur des chariots. Je partageais ces sentiments et j'aimais ces gens, et comme je voudrais être leur frère. Son visage s'assombrit, cela est dur à entendre sans doute d'un homme qui venait sur Chartres dans une grande voiture blindée. Mais pourtant c'est vrai. Tant de choses remuent ensemble dans l'âme d'un Allemand, même le meilleur. Et dont il aimerait tant qu'on le guérisse. Il sourit de nouveau, un très léger sourire qui graduellement éclaira tout le visage, puis, il y a dans le château voisin de chez nous, une jeune fille. Elle est très belle et très douce. Mon père toujours se réjouissait si je l'épouserais. Quand il est mort nous étions presque fiancés, on nous permettait de faire de grandes promenades, tous les deux seuls. Il attendit, pour continuer, que ma nièce eût enfilé de nouveau le fil, qu'elle venait de casser. Elle le faisait avec une grande application, mais le tchat était très petit et ce fut difficile. Enfin elle y parvint. Un jour, reprit-il, nous étions dans la forêt. Les lapins, les écureuils filaient devant nous. Il y avait toutes sortes de fleurs, des jonquilles, des jacinthes sauvages, des amaryllis. La jeune fille s'exclamait de joie. Elle dit, « Je suis heureuse, Werner. J'aime, oh. J'aime ces présents de Dieu. » J'étais heureux, moi aussi. Nous nous allongeâmes sur la mousse, au milieu des fougères. Nous ne parlions pas. Nous regardions au-dessus de nous les cimes des sapins se balancer, les oiseaux volaient de branche en branche. La jeune fille poussa un petit cri, « Oh !» Il m'a piqué sur le menton. Sale petite bête, vilain petit moustique. Puis je lui vis faire un geste vif de la main. J'en ai attrapé un, Werner. Oh! Regardez, je vais le punir, je lui arrache les pattes l'une après l'autre. Et elle le faisait. Heureusement, continua-t-il, elle avait beaucoup d'autres prétendants. Je n'eus pas de remords. Mais aussi j'étais effrayé pour toujours à l'égard des jeunes filles allemandes. Il regarda pensivement l'intérieur de ses mains et dit, « Ainsi sont aussi chez nous les hommes politiques. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu m'unir à eux, malgré mes camarades qui m'écrivaient, « Venez nous rejoindre. » Non, je préférais rester toujours dans ma maison. Ce n'était pas bon pour le succès de la musique, mais tant pis, le succès est peu de choses, auprès d'une conscience en repos. Et, vraiment, je sais bien que mes amis et notre Führer ont les plus grandes et les plus nobles idées. Mais je sais aussi qu'ils arracheraient aux moustiques les pattes l'une après l'autre. C'est cela qui arrive aux Allemands toujours quand ils sont très seuls, cela remonte toujours. Et qui de plus, seuls, que les hommes du même parti, quand ils sont les maîtres.